Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le chapitre 4 sur le modèle de l'atome. Donc, on va voir l'évolution de l'atome des philosophes grecs aux scientifiques du XXe siècle. Donc, dès 400 ans avant Jésus-Christ, le philosophe grec Démocrite a l'intuition que la matière est constituée de petits grains indivisibles appelés atomes, appelés atomes. Littéralement, du grec atomos, littéralement insécable. Maintenant, on va voir le modèle selon Aristote. Alors Aristote dit que conteste l'existence des atomes. Pour lui, la matière est constituée de 4 éléments: le feu, l'air, la terre et l'eau. Son prestige est que l'intuition de Démocrite est abandonnée. En 1897, le physicien anglais John Joseph Thomson découvre l'un des composants de l'atome et l'électron. C'est une particule chargée négativement. Donc en 1904, elle propose un modèle dans lequel l'atome est constitué d'une sphère chargée positivement, entourée d'électrons en mouvement. L'ensemble est électriquement neutre. Par la suite, en 1911, le physicien anglais Ernest Rutherford propose un modèle précisant la répartition des charges et des charges positives et négatives dans l'atome. L'atome est constitué d'un noyau chargé positivement, autour duquel les électrons sont en mouvement. Le modèle de Bohr. De nos jours, le modèle d'atome utilisé par les physiciens fait intervenir la physique quantique. Cette théorie établit que les électrons n'ont pas d'orbite définie, mais une probabilité de présence autour du noyau au sein d'un nuage électronique. Ce modèle n'autorise plus la schématisation de l'atome. Alors, maintenant, on va voir la structure de l'atome. Constitution d'un atome. Bien sûr, on va travailler avec le modèle d'Ernest Rutherford. Donc, en 1911, le physicien Ernest Rutherford propose le modèle suivant. Donc, un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire la somme des charges positives et négatives est nulle. Un atome est électriquement neutre, il est constitué d'un noyau central chargé positivement et des électrons chargés négativement en mouvement autour du noyau. D'accord? Donc, le noyau, maintenant on va voir le noyau. Donc, déjà, on a dit que le noyau est chargé positivement. Donc, ici, le noyau d'un atome est constitué de protons et de neutrons. Donc, le noyau déjà est constitué de protons et de neutrons. Les deux sont appelés des nucléons. Donc, deux nombres entiers Z et A suffisent à caractériser un noyau Z. Un noyau. Donc, Z est le nombre de protons. Donc, ça, c'est les bleus. Z est appelé aussi numéro atomique. A est le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme de les bleus et les verts, c'est-à-dire protons plus neutrons. Et donc, si on cherche les neutrons, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons, ce qui nous donne le nombre de neutrons. Donc, les protons, bien sûr, ce sont les porteurs de charge d'un noyau. Si on revient, donc la charge d'un noyau est chargée positivement. Elle contient deux types. Ici, elle contient les protons et les neutrons. Donc, les protons sont chargés positivement, contrairement aux neutrons. Donc, la charge d'un proton est notée E, est appelée aussi charge élémentaire. Sa valeur est de 1,602 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, ainsi, la charge positive du noyau, notée Q, est égale à la charge des Z protons qui le constituent, parce que le noyau est constitué de protons plus neutrons. Puisque les neutrons n'ont pas de charge, donc la charge totale du noyau est la charge des électrons, c'est-à-dire le nombre de protons, pardon, et la charge de protons. C'est-à-dire Q égale la charge totale du noyau, c'est le nombre de protons fois la charge élémentaire E. Et la masse d'un proton MP et du neutron sont voisines, donc parce que regardez ici, donc ici la masse du proton c'est 1,672, plutôt 1,6726 et l'autre 1,6749, elles sont très proches, donc ils ont la même grandeur. Donc on dit elles sont voisines, donc on peut dire que la masse du neutron est égale à la masse du proton, égale à la masse du nucléon. Donc c'est 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Maintenant on va voir les électrons. Donc les électrons constituent le cortège électronique de l'atome. Donc un atome porte une charge électrique, donc un électron porte une charge électrique négative égale à moins E, opposée à la charge du proton. Si on revient ici, donc la charge du proton c'est 1,602, 10 à la puissance moins 19. La charge d'un électron, c'est moins 1,602, 10 à la puissance moins 19. Donc, côté charge, ils sont les mêmes. Donc, la charge d'un noyau est égale, sont opposées, pardon.
La charge d'un noyau est égale à ZE. La neutralité électrique d'un atome impose que la charge globale des électrons doit être moins ZE. Parce qu'on a dit qu'un atome est électriquement neutre. Donc si on fait la somme, on trouvera que c'est 0. Donc il y a donc Z électrons dans le cortège électronique. Donc un atome contient autant de protons que d'électrons. C'est-à-dire dans n'importe quel atome, le nombre de protons égale au nombre des électrons. Et donc la masse d'un électron est environ 2000 fois plus petite que celle d'un nucléon. Si on revient ici, la masse, là c'est 10 à la puissance moins 31, là c'est 10 à la puissance moins 27. Si on fait 10 moins 27 sur 10 moins 31, on trouve que c'est 2000 fois. Donc la masse d'un atome, étant négligeable devant celle du nucléon, parce que le nucléon c'est le plus lourd. Donc la masse d'un atome est très voisine de celle de son noyau. Donc on peut dire que la masse approchée d'un atome est la somme de la masse de Z protons et la masse de N neutrons qui le constituent. C'est-à-dire la masse, c'est le Z, le nombre de protons fois la masse du proton, plus A moins Z, c'est le nombre de neutrons fois la masse du neutron. Et comme la masse du neutron égale à la masse du proton égale à la masse du nucléon, on peut dire que la masse approchée d'un atome, c'est A, le nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon. Alors, les dimensions des atomes et du noyau. Le diamètre d'un atome assimilé à une sphère est de l'ordre de 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc, le noyau d'un atome occupe une sphère dont le diamètre est de l'ordre de 1 femtomètre. Donc 1 femtomètre, c'est 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc le noyau est environ 100 000 fois 10 à la puissance 5 plus petit que l'atome. Donc on peut dire que l'atome est essentiellement constitué de vide, c'est-à-dire entre le noyau c'est-à-dire à l'extérieur du noyau, il y a pratiquement presque que du vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un élément chimique. Et tout d'abord, notation symbolique d'un atome. Un atome de symbole X, dont le noyau comporte un nucléon et Z protons, est noté X à Z. Par exemple, ici, on a le cuivre, on le note X à Z, c'est-à-dire A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons, et Z, c'est le numéro atomique. Et ça, c'est son symbole, Cu. Toujours dans le symbole, toujours on commence par une majuscule. On ne peut jamais avoir deux majuscules ou bien deux minuscules. Donc ici, j'ai le nombre de nucléons, c'est 63. Si je cherche le nombre de neutrons, je fais le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Et je trouverai que c'est 63 moins 29, ça donne 34 neutrons. Maintenant, on va voir atomes et ions isotopes. Des atomes aux ions sont isotopes si elles ont le même numéro atomique Z, c'est-à-dire elles ont le même Z. Mais des nombres de nucléons différents, bien sûr. Donc ici, deux atomes sont isotopes. Ici, j'ai le Cu2963 et Cu2969. Ils sont isotopes parce qu'ils ont le même numéro atomique identique, Z égale à 29, et le nombre de nucléons A différent. Donc si A est différent, automatiquement, le nombre de neutrons est différent. Des atomes isotopes ont le même nombre d'électrons parce qu'on a dit que le nombre de protons égale toujours au nombre d'électrons. C'est la raison pour laquelle ils ont des propriétés chimiques identiques. Maintenant, on va voir les ions monoatomiques. Qu'est-ce qu'un ion? Donc, un ion provient d'un atome ou d'un groupement d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc, un anion, c'est un ion chargé négativement. Par exemple, ici, le Cl-, résulte d'un gain ou plusieurs électrons. Donc, ici, on a gagné un électron et on a obtenu le Cl-. Un cation, c'est un ion chargé positivement, résulte de la perte d'un ou plusieurs électrons. Si, par exemple, ici, j'ai un atome de sodium qui a perdu un électron, il devient l'ion sodium Na+, c'est-à-dire il a perdu un électron. Donc là, on l'appelle un cation. Donc lors du passage d'un atome à un ion monoatomique, seul le nombre d'électrons change. Donc le noyau n'est pas affecté. Donc le noyau reste inchangeable. Donc on va voir maintenant le principe de conservation. Qu'est-ce qu'il dit le principe de conservation? Au cours de réactions chimiques, l'élément chimique se conserve. C'est-à-dire, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ce que j'ai dans les réactifs, c'est le même que j'ai dans les produits. Par exemple, ici, j'ai Cu de plus OH-, et j'ai CuOH2. Et donc, si je remarque, ici j'ai Cu, combien de Cu? J'ai un seul, donc le voilà. Combien de OH ici? J'ai un seul, mais là j'ai deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié ici par 2. Donc, ce 2 est appelé coefficient stoichiométrique. Donc, les coefficients stoichiométriques, le rôle c'est d'équilibrer la réaction chimique.
D'accord, donc j'ai les mêmes espèces chimiques. Ici, j'ai Cu, 2HO, 2HO. Mais là, j'ai les charges. Là, dans Cu, le carbone, pardon, le cuivre, j'ai deux charges positives. Et là, j'ai une seule charge négative. Qu'est-ce que je fais? Là, puisque j'ai une charge négative fois 2, ça fait moins 2. Donc, plus 2 moins 2, ça fait 0. Et là, j'ai 0. Donc, automatiquement, il y a conservation de l'élément chimique et conservation de la charge. Donc, maintenant, on va voir comment se répartissent les électrons autour d'un atome autour d'un ion, autour du noyau. Donc, couche électronique. Donc, les électrons d'un atome ou d'un ion se répartissent en couches électroniques. Donc, la première couche après le noyau est notée K, la seconde est notée L, la troisième est notée M, et ainsi de suite. Chacune de ces couches ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. C'est-à-dire, chaque couche peut prendre un nombre limité d'électrons. Ici, donc, j'ai la couche K, elle peut prendre 2 électrons. La couche L peut prendre 8 électrons. Ici. Et la couche M peut prendre 18 électrons. Donc, une couche électronique est saturée lorsqu'elle contient son nombre maximal d'électrons. Par exemple, ici K contient 2, donc c'est une couche saturée. L, une couche saturée. Et M, une couche saturée. On peut avoir un deuxième cas dans lequel on aura K de L5. Donc, si c'est L5, donc la couche L n'est pas saturée. Alors maintenant, on va voir structure électronique. La structure électronique d'un atome ou d'un ion décrit la répartition de ces électrons sur les différentes couches électroniques. Donc, les électrons se placent d'abord sur la couche K. Lorsque celle-ci est saturée, les électrons restants occupent la couche L. Puis, si nécessaire, la couche M. Donc, la couche externe est la première couche électronique occupée. Exemple, la structure d'un atome d'aluminium. Par exemple, ici, l'aluminium, Z égale à 13. C'est-à-dire, il a 13 protons, et le nombre de protons égale le nombre d'électrons, donc il a 13 électrons. Donc on remplit tout d'abord la couche L par 2 électrons. Combien elle va nous rester? Elle va nous rester 13 moins 2, elle va nous rester 11. Donc on remplit la couche L par 8 électrons. Donc par 8 électrons, donc on aura 11 moins 8, il nous reste 3. Et la couche M va prendre 3. Donc ici on remarque que la couche K et la couche L sont saturées, mais la couche M, elle est insaturée. Donc ces couches-là sont appelées couche interne, et cette couche-là est appelée la couche externe. La couche M est non saturée, tandis que la couche L est saturée.